Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends etc. saison 2, le magazine de toutes les tendances sur Watch TV. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Trends etc. vous propose un tour d'horizon des tendances qui font ou vont faire l'actu, nouvelles marques, nouveaux produits, nouvelles tendances de consommation et de distribution ou encore adresses confidentielles à partager. Trends etc. anticipe, détecte et décrypte les tendances en matière de mode, de beauté, de maison, de tendances, de gastronomie ou encore de high-tech. Alors je vous rappelle que vous êtes donc sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans. Vous pouvez nous regarder donc aujourd'hui en direct grâce au site de la chaîne. Vous pourrez aussi nous regarder en replay, mais vous pouvez aussi télécharger les applis sur vos smartphones, donc les versions Android et Windows. Et enfin, vous le savez maintenant, nous sommes enfin visibles sur la télé, donc tranquillement installés sur votre canapé grâce au canal 154 de la Freebox et le canal 178 de la box SFR. Donc l'émission étant en direct, je vous invite à interagir avec nous, avec nos invités, en nous posant toutes vos questions via Twitter et via le compte de l'émission @trendswatch ou avec le hashtag Trends etc. Alors ce mois-ci, nous allons faire la part belle à la mode en nous intéressant à ces nouveaux business models qui émergent sur la toile. Nous allons en discuter avec nos invités. Alors tout d'abord, Pauline Jo. Bonjour Pauline. Vous êtes responsable de la communication chez Brandalé. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Brandalé, juste en quelques mots. Brandalé, c'est un site qui a un concept assez unique parce qu'il propose 2 modèles de vente. Alors, une partie catalogue où il y a les collections actuelles des marques, mais aussi les collections précédentes à pré-remiser. Et ensuite, on a toute une partie vente privée. Alors là, du coup, c'est des ventes, il y a 6 à 8 ventes par jour et qui durent qu'une semaine. Donc, c'est vraiment plus exclusif. Alors, on va en discuter largement tout à l'heure dans le dossier du mois. Alors, parce que le marché du e-commerce dans l'univers de la mode n'est pas que composé de mastodontes. Je reçois également, pour nous le prouver, Antoine Régis. Bonjour Antoine. Bonjour Mélanie. Vous êtes le cofondateur de chictip.com, c'est ça? C'est juste. Voilà. Donc, vous avez décidé de bousculer ce secteur en proposant un service personnalisé et ciblé uniquement dédié aux hommes, c'est ça? Exactement. Le principe de Chictip, c'est du personal shopping à distance, si je devais résumer en quelques mots. Ouais, donc pareil, on va en discuter tout à l'heure dans le dossier. Pour cette nouvelle émission, nous parlerons également des dernières actus, des marques qui font ou vont faire le buzz dans la rubrique WhatsApp. Grâce à la rubrique coulisses, nous irons faire un tour dans le quartier des Halles, qui, comme vous le savez, est en pleine métamorphose architecturale. Alors, soucieux de proposer une expérience shopping unique, le Forum des Halles a fait le choix d'accueillir le premier flagship européen de la marque Muji, cette célèbre donc marque japonaise dédiée à l'univers de la maison et dont le credo repose sur le brand logo. Sur le No Brand No Logo. Et enfin, nous reparlerons mode en fin d'émission avec la rubrique Odess et la découverte d'une nouvelle appli qui est en train de développer ma troisième invitée. Bonjour Laura Djemian. Bonjour Mélanie. Vous êtes la créatrice donc de Fitting Pix, oui. qui est une appli que vous êtes en train de développer. C'est ça, qui s'adresse à toutes les fashionistas. Tout à fait. Les fashionistas qui ont des problèmes pour trouver les vêtements qui vont vraiment bien leur aller. C'est ça. Donc on va en discuter en fin d'émission. Restez avec nous. Comme vous voyez, une émission qui est très riche, encore pour ce mois-ci. Alors sans plus tarder, inspirez, soufflez. C'est parti pour 52 minutes de bouffée d'air frais. À tout de suite. On va démarrer cette émission avec la rubrique WhatsApp et les news qui font ou vont faire le buzz. Alors on commence par une bombe qui est tombée dans le secteur des cosmétiques cette semaine. C'est le parfumeur américain Coty qui a annoncé cette semaine être entré en négociation exclusive avec Chanel pour lui racheter sa célèbre marque de cosmétiques bourgeois. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette info. Donc la transaction se fera par échange de titres, Chanel devenant ainsi
actionnaire du groupe américain à hauteur de 15 millions d'actions, ce qui correspond à peu près à 190 millions d'euros. Alors Bourjois, vous le savez, domine le marché du maquillage en France avec L'Oréal. C'est une marque qui donc est vendue en grande distribution à travers 23 000 points de vente dans une cinquantaine de pays. Du coup, bon, voilà, reste à voir comment va évoluer cette marque en passant dans le giron d'un Américain. Créée en 1863, elle faisait partie des marques ambassadrices de la French Touch avec un positionnement basé sur la beauté des Parisiennes. Du coup, on va voir ce que ça va donner en passant dans le giron d'un Américain. Deuxième news, c'est Coca-Cola qui lance Coca-Cola Life. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt Coca, plutôt Pepsi, les filles. Plutôt Coca et Light. Plutôt Coca et Light. Avec une rondelle de citron. Avec une rondelle de citron. Donc là, votre choix va se compliquer, hein, parce que Coca donc étoffe son offre. Le géant des sodas a décidé de lancer une nouvelle référence qui va voir le jour en janvier 2015. Donc changement là complètement de décor. Pour les canettes et les bouteilles, la marque, voilà, on voit derrière, la marque cède ses codes couleurs rouge et blanc au profit du vert et du blanc. Elle cède ses codes couleurs rouge et blanc, c'est ça, au profit du vert et du blanc en corrélation avec l'ingrédient phare qui composera cette nouvelle référence, qui est la stevia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la stevia, c'est un édulcorant en fait naturel qui réduit d'à peu près d'un tiers les apports en calories. Donc ça va être encore une nouvelle référence dans le light, après le zéro, le light, le zéro, maintenant le Coca-Cola Life, qui donc verra le jour en janvier de l'année prochaine, juste après la Grande-Bretagne et la Suède. La France va donc être le 3e pays à accueillir cette nouvelle boisson. Bon, moi j'ai hâte de goûter quand même, j'ai envie de savoir un peu le goût de la stevia. Voilà, il paraît que c'est un petit goût de réglisse. Alors du coup ils ont eu quelques problèmes au niveau formulation parce que ça dénaturait un petit peu le goût du coca, mais donc voilà, c'est à tester quand même. À tester. Troisième et dernière news, c'est Amazon. Alors Amazon, vous savez, le pure player bien connu sur Internet qui aurait décidé d'ouvrir un magasin à New York. Alors c'est un changement radical de stratégie. Du coup, ça fait pas mal de buzz là sur les réseaux cette semaine. Le magasin donc devrait voir le jour à New York, du côté à Manhattan, du côté de l'Empire State Building et du célèbre magasin Macy's. Du coup, reste à savoir si cet espace va être un espace à grande dimension ou juste un showroom. On parle d'une ouverture là pour les fêtes de fin d'année. Alors, est-ce que ça sera un magasin éphémère? Est-ce que c'est un magasin qui va perdurer? Les spéculations vont bon train. Ce qu'on sait, c'est que ce magasin rassemblera une sorte de mini-entrepôt à l'inventaire limité, équipé pour effectuer les livraisons le jour même sur New York. Donc, un espace où il serait possible de venir récupérer les articles que l'on a achetés en ligne, de les retourner ou de les échanger. Alors la Fnac fait ça un peu aujourd'hui. Exactement. Le click and collect, donc à voir. En tout cas, cette annonce a surpris tout le monde car il est connu qu'Amazon, qui fonctionne avec des marges vraiment très faibles, s'était toujours refusé à investir dans des magasins et justement en nom propre pour des questions de coûts. Donc là, changement de business model, on se pose la question. En tout cas, à suivre dans Trends, etc. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver donc juste après pour aborder donc le dossier du mois sur les nouveaux business models dans la mode avec nos invités pour découvrir le fameux flagship Muji au Forum des Halles et l'appli de l'or Fitting Peaks pour les fashionistas. À tout de suite. On va parler donc du dossier du mois avec mes deux invités, Pauline et Antoine. Alors avant de démarrer l'interview, je voulais donner quelques chiffres un peu pour positionner le secteur. Alors selon les derniers résultats de l'enquête IFM, donc qui est l'Institut français de la mode, qui a été présenté en ouverture du dernier salon e-commerce à Paris là, au mois de septembre, le marché de la mode, tout circuit confondu, a stagné sur le premier semestre 2004 avec un léger plus 0,6% par rapport au semestre de l'année dernière, alors que sur la même période, les ventes de mode sur Internet s'envolaient en
fait, avec une progression de 13%. Alors c'est vrai qu'il y a 15 ans, il paraissait juste impensable d'acheter de la mode sur Internet, du fait qu'on ne pouvait pas essayer, que voilà, ça paraissait assez compliqué. Et puis aujourd'hui, le prêt-à-porter, finalement, fait partie du top 3 des biens achetés sur le web. Donc on est en train de vivre une véritable révolution là depuis quelques années. On peut se demander du coup, voilà, au vu de ces chiffres, si Internet va voler au secours de la mode et plus particulièrement du prêt-à-porter. Quel business model pour la mode de demain? C'est ce que donc on va essayer de décrypter ensemble avec nos invités. Donc on va commencer avec vous, Pauline, puisque vous êtes chez Brandalé. Donc on va voir avec vous la vision d'un gros acteur sur le marché. Vous êtes responsable de la communication chez Brandalé. Alors Brandalé, ce qu'on appelle dans le jargon internet un pure player. C'est quoi un pure player? Pure player parce qu'en fait toute notre activité est 100% sur internet. Oui. Après, au départ, on était une start-up exactement comme Chictip.com. C'est juste qu'on est une start-up qui a beaucoup grossi en 9 ans. Mais aujourd'hui, on garde quand même cet esprit d'entreprise start-up où on est très réactif, on a une liberté de ton et ensuite on essaye d'internaliser le plus possible, par exemple, les développements, la mise en place d'opérations. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes maintenant une grosse start-up, 260 salariés, je crois. Oui, quasiment, oui. Ouais. Depuis donc, le rachat, vous avez été racheté là, il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes une plateforme qui couvre l'ensemble des métiers de la distribution, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer du coup tous les métiers sur lesquels vous intervenez? L'ensemble des métiers de la distribution, c'est-à-dire qu'on achète les collections à nos marques, on les stocke dans notre entrepôt, ensuite on les vend sur le site et ensuite comme c'est nous qui gérons l'expédition de toutes les commandes, ça nous permet de pouvoir livrer nos commandes en 24 heures à nos clients, ce qui du coup fait partie d'un avantage majeur pour les clients avant de passer à l'acte d'achat. Alors on va regarder encore quelques chiffres. On a une infographie qui est parue dans les Échos là, récemment à partir de chiffres de 2013 et qui ont été communiqués par la Fédération française de prêt-à-porter féminin. Voilà, on peut voir cette infographie. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que là, quand on regarde, alors c'est un petit peu coupé, mais les stars historiques en fait des catalogues de vente restent des acteurs de premier plan dans la mode sur la toile, même s'ils perdent des parts de marché. On voit ils sont à moins 12 points. Alors c'est vrai que la Redoute, les Trois Suisses souffrent énormément de vos arrivées respectives sur Internet. En même temps, ils sont en pleine mutation. Il y a les Trois Suisses qui sont en train de révolutionner leur offre. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mais justement pour évoluer vers un modèle plus de pure player. Alors on a aussi les magasins de mode type H&M, Zara qui commencent aussi à arriver avec leur propre site e-commerce sur Internet. Alors ils sont arrivés tardivement sur Internet. H&M c'était en mars 2014, Zara c'était un petit peu plus vieux en 2010. Et puis on a les pure players, comme vous ou vos concurrents, donc venteprivée.com, showroomprivé.com, mais alors qui plafonnent du coup depuis 2 ans. Comment vous expliquez ça? Est-ce que le modèle du pure player ne fonctionne plus? Est-ce qu'il faut renouveler l'offre? Non, ça fonctionne toujours. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours penser pour le client et lui proposer toujours plus. Je pense que l'offre, il faut la renouveler effectivement sans cesse. Il faut proposer toujours plus de marques, toujours plus de produits. Il faut aussi proposer des services pour le client, que ce soit le retour, la livraison et le retour gratuit, des offres de parrainage. Il faut fidéliser le client et puis ensuite il faut lui offrir une véritable expérience shopping où justement on lui apporte des conseils, on lui présente les tendances, on lui donne c'est ce qu'on fait aussi chez Brandalé, on lui donne des conseils pour choisir son modèle de jean par exemple, en fonction de sa morphologie. On est en train de voir justement votre site. Du coup, au niveau des marques, vous travaillez avec combien de marques à peu près? Alors, on a plus de 400 marques en corner, donc c'est-à-dire sur les collections actuelles et collections précédentes à prix remisé. Et ensuite, on travaille avec environ 1000 marques sur ce qui est la vente privée, vraiment. D'accord. Voilà. Et du coup, vous montez des opérations promotionnelles ou commerciales ad hoc avec les marques Alors,
Ça, c'est un peu dans notre ADN, en fait, de proposer des opérations commerciales régulièrement pour animer le site. Donc après, il y a des opérations qu'on met en place avec les marques parce que c'est un moment où elles souhaitent mettre en place une opération promotionnelle. Et ensuite, nous, on essaye de proposer des opérations régulièrement pour que nos clients, en fait, chaque jour, il se passe quelque chose sur Brandalais. Donc il y a la vente privée du jour, il peut y avoir une opération commerciale en plus en cours, il y a une nouvelle marque, il y a des nouveaux produits, et puis il y a des contenus éditoriaux chaque jour. C'est ça. Aujourd'hui, enfin tous les jours, il y a une nouvelle offre de vente privée. Tous les jours, il y a au moins 6 à 8 ventes privées différentes qui démarrent. Alors justement, Pauline, Brandalais a été rachetée, on en parlait un petit peu en début d'année, par le groupe Andrino, c'est ça, qui est la maison mère de Private Outlet. Oui, tout à fait. Cyril Andrino, le PDG du groupe Andrino, a pas mal communiqué dans la presse et dans les médias en parlant d'importantes ambitions pour le groupe aujourd'hui. Il souhaite devenir un acteur majeur du e-commerce dans le secteur de la mode, en tout cas au niveau européen. Aujourd'hui, comment ça va chez Brandalais Ça va très bien, du coup, il y a plein de projets et c'est super parce que effectivement Private Outlet était déjà implanté un peu à l'international en Europe. Du coup, Brandalais aussi s'ouvre à l'Europe et c'est une période passionnante parce que justement il y a plein de choses à mettre en place. Et au niveau de la gestion avec Private Outlook, comment ça va? Avec Private Outlook, du coup la gestion, on mutualise nos forces et du coup on est plus pour faire plus et donc c'est enrichissant. Non, c'est un vrai beau challenge. Alors avec ce rachat, Brandalais aujourd'hui, c'est 150 millions. 150 millions de valeur d'affaires, c'est pour le groupe Andrino, mais Brandalais réalise la plus grosse partie, d'environ 100 millions. D'accord. Donc avec, vous le disiez, 400 marques, c'est ça? Oui, 400 grandes marques du retail, que ce soit de la mode, de la beauté, de la déco. Et dans les marques, on a un échantillon de marques vraiment très large. On va de Mango Morgane à Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, Lévis. Vous n'avez pas un positionnement justement. Luxe ou au contraire, c'est plutôt des marques très accessibles en fait. On essaye d'avoir, justement en fait, c'est ce qu'on essaye de proposer à nos clients pour pouvoir toucher une plus large cible. Voilà, c'est de proposer différentes marques, que ce soit des marques sportswear, plus prêtes à porter, des marques enfants, et des marques plus abordables comme Morgane, Mango. Et puis ensuite, on essaye de toucher une cible plus pointue aussi avec notre site Le Lab, qui est un concept store créatif et design. On met en avant des jeunes créateurs en devenir et des créateurs plus confirmés. Alors là, du coup, quels sont vos leviers de différenciation vis-à-vis de vos concurrents? On a parlé de venteprivée.com. Justement, par exemple, en fait, nos concurrents sont spécialisés dans un métier et nous, on a réussi à se spécialiser sur 3 métiers. Donc, la vente de collections actuelles, les collections précédentes, donc ce qu'on appelle les collections outlet, et la vente privée. Et en plus de ces 3 métiers, on propose à nos clients des contenus, régulièrement des contenus éditoriaux, donc que ce soit nos lookbooks, des boutiques thématiques, des guides shopping pour choisir le bon jean, la bonne chemise en fonction de sa morphologie. Ça va intéresser Non mais justement, c'est super important en fait quand les gens peuvent pas essayer ou même s'ils peuvent essayer en fait de les guider et de leur donner des idées. Alors, on l'a vu sur l'infographie, sur les chiffres, les pure players sont attaqués par les sites de vente en ligne des marques. Alors aujourd'hui, comment vous résistez par rapport à cette arrivée? Après, nous, on est un multimarque, donc on est un peu comme un grand magasin en fait. On propose toutes les marques, du coup, on a un panier unique. Les gens ne payent pas des frais de livraison pour chaque marque achetée. En fait, qu'ils achètent dans de la nouvelle collection, des collections outlet ou de la vente privée, ils payeront qu'un seul frais de port et voire même la livraison est offerte dès 60 € d'achat. Donc voilà, c'est aussi comme ça, c'est en proposant des avantages à nos clients qu'on arrive à les fidéliser et qu'on ne souffre pas justement de nos marques qui ouvrent leur propre site e-commerce. Vous avez développé en interne, j'imagine, un CRM pour mieux connaître vos clients? Ah oui, ça bien sûr. Alors ça, on a une grosse équipe marketing justement qui travaille là-dessus et c'est un gros travail chez nous et c'est très important parce que justement toute notre stratégie est orientée autour du client. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est le CRM pour ceux qui Alors le CRM, c'est la connaissance de toutes les données clients, c'est-à-dire savoir déjà les données classiques qui sont l'adresse email, les coordonnées postales, c'est une femme, un homme,
homme, son âge. Et ensuite, c'est savoir aussi ce que ce client a acheté, du coup, ce qu'on peut lui proposer en affinité avec ses goûts. C'est aussi savoir s'il n'est pas venu depuis longtemps, savoir pourquoi il n'est pas venu depuis longtemps et du coup, lui proposer peut-être une offre qui lui parlera plus ou un code promotionnel pour lui donner envie de revenir parce que voilà, c'est mieux connaître sa exactement, c'est mieux connaître sa clientèle. Et justement, aujourd'hui, votre clientèle, c'est quoi? J'imagine essentiellement des femmes. Alors, en fait, justement, vu notre offre qui est vraiment très large, on a aussi bien des jeunes femmes actives que des mères de famille, que des hommes aussi, parce qu'on a quand même une très grosse offre hommes. Et puis après, il y a aussi les plus jeunes, enfin les ados qui viennent choper leur look sur Brandalais. Alors, on parlait des hommes, on les évoquait un petit peu. C'est tout l'intérêt en fait de la cible. Merci, j'ai travaillé. C'est du coup la cible que vous avez préemptée en fait avec chictip.com. Donc expliquez-nous en fait déjà. Bon, vous nous avez donné brièvement quelques clés d'entrée tout à l'heure sur votre offre, mais voilà, qu'est-ce que c'est chictip.com? Alors Chictip, c'est un service de personal shopping à distance, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui fonctionne de la façon suivante. Un client va arriver sur notre site, se créer un profil, répondre à quelques questions sur son style et sur son mode de vie. Et puis ça, c'est la première étape. La deuxième, et c'est là qu'on commence à entrer dans un parcours un peu différent des parcours traditionnels, c'est un entretien téléphonique avec sa styliste personnelle dédiée. Je dis ça parce qu'aujourd'hui dans l'équipe il y a surtout des demoiselles, on a notre premier styliste homme qui nous a rejoint. Cet entretien il dure une dizaine de minutes et on va essayer de creuser deux choses. Quel est le style vestimentaire de notre client au quotidien et quels sont ses besoins du moment. On s'arrête là. Et suite à cet entretien, la troisième étape commence, c'est notre styliste qui fait une sélection qui va être envoyée au client. Le client aura alors 7 jours pour essayer les vêtements, garder ceux qui lui plaisent et ceux qui ne lui conviennent pas. Donc quelque part, on fait venir le magasin jusque chez le client, on lui fait gagner du temps et on lui donne le temps d'essayer les vêtements. Et je rebondis sur ce que disait Pauline, l'essayage c'est un élément clé dans la vente à distance et particulièrement pour les hommes où c'est le critère numéro 1. Et ça c'est une vraie différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'ils ont besoin que ça leur aille bien et si on a fait ça, on a déjà fait 80% du travail. Aujourd'hui, on se positionne du coup comme un service parce que le prix de ce qu'on propose, c'est uniquement le prix du vêtement. C'est le conseil de la styliste, la livraison, le retour sont entièrement à notre charge. Donc en fait, on a essayé de simplifier au maximum l'expérience de shopping des hommes. On va regarder en quelques images justement le concept de chictip.com. Qu'est-ce que chictip.com? C'est le service qui permet aux hommes de s'habiller sans avoir à faire du shopping. Pour commencer, je me suis connecté sur chictip.com. Et là, j'ai rencontré Elena, ma styliste. On a discuté au téléphone avec Elena, de qui j'étais, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais moi. Je vous demande de vous arrêter. De mon jardin secret. Mais surtout ce dont j'avais besoin en matière de fringues. Au final, elle m'a beaucoup écouté et m'a fait une sélection personnalisée. Que je sois en week-end à la campagne avec mes potes, ou en vacances à Venise avec ma copine, c'est toujours la classe. Du coup, sans frais et sans engagement, je reçois une malle à ma porte avec une sélection de fringues des meilleures marques. Je les essaie, je garde ce qui me plaît, et le reste, on vient le chercher chez moi, sans minimum d'achat. Merci ma poule. Zéro effort, et je me concentre sur ce qui compte vraiment. Salut. Alors c'est pas vous. Dans l'ours, si, c'est vrai. C'est vrai. Je me disais bien. Ça se voit, non? Alors, vous avez cofondé en fait chictip.com avec donc avec mon associé qui s'appelle Étienne Morin, qui lui vient du prêt-à-porter en fait. Il a travaillé pendant un petit peu moins de 4 ans dans une marque de prêt-à-porter féminin qui s'appelle Antique Batik, que je pense que vous connaissez, que les hommes connaissent moins bien, où il était directeur des opérations. D'accord. Et vous, votre parcours? Moi, mon parcours est un peu différent. Alors, on a fait la même école tous les deux, c'est là qu'on s'est croisés. Et ensuite, moi je suis parti travailler dans le conseil en stratégie pendant un peu moins de 4 ans. Donc pas grand chose à voir avec le schmilblick à la base, si ce n'est qu'en fait j'étais confronté à des hommes qui autour de moi avaient tous envie d'être bien sapés mais qui n'avaient ni le temps ni l'inspiration de s'en occuper.
C'est comme ça que vous est venue l'idée en fait de monter ce type d'offre? Oui, l'idée elle est venue comme ça, c'est-à-dire que Étienne comme moi on était entouré de ces gens-là. L'idée en bon consultant en stratégie, elle est aussi venue d'une étude de marché, de regarder ce qui se faisait à l'étranger. C'est des concepts qui existent, c'est des façons d'acheter qui existaient déjà aux États-Unis, ce qui est normal parce que c'est le pays du service, les États-Unis, donc c'est pas étonnant qu'ils aient pensé à cette approche-là. Et puis au moment où on a commencé à travailler sur Chictip, on commençait à émerger en Europe. Donc il y a des acteurs au UK, des acteurs en Allemagne, des acteurs aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, il y a Chictip en France. On est les premiers à le faire et on est ravis. Donc, ce qu'on expliquait, c'est qu'on retrouve en fait tous les services d'une boutique, mais chez soi, sans vraiment avoir à se déplacer. Quels sont les autres avantages également? En fait, ce que nous, on essaie de prendre la facilité qui est habituellement au e-commerce, qui est pas avoir besoin de se déplacer. Et la facilité qu'on devrait retrouver dans une boutique, c'est-à-dire le conseil. Je dis qu'on devrait parce que ça n'arrive pas forcément systématiquement. Nous, notre promesse, c'est de la personnalisation, c'est-à-dire que vous allez vous entretenir avec une styliste et elle va comprendre qui vous êtes et votre morphologie et votre style vestimentaire, et donc ça c'est hyper important et c'est quelque chose qu'en fait on est les seuls à faire aujourd'hui. Donc ça se passe par téléphone? Ça se passe par téléphone, il y a une photo qui est envoyée, on insiste beaucoup sur les tailles mais ça se passe par téléphone, ce qui fait qu'en fait chaque sélection envoyée à un client est unique, vous n'allez pas retrouver... c'est pas des box, c'est pas des cases, quoi, exactement. Stéréotypées. Ça c'est vraiment hyper important. Donc c'est vraiment la personnalisation. Et la deuxième chose, c'est le cœur même de Chictip, c'est ce qu'on appelle la curation. C'est faire en sorte que il y a une présélection qui était faite pour les hommes. Et c'est un élément hyper important parce que le fait d'avoir énormément de choix, c'est un élément très anxiogène dans le choix, dans le rapport à la mode des hommes, qui est très très différent des femmes, tout simplement. Donc nous, on s'efforce de comprendre les hommes, les attentes, leurs attentes, leurs besoins, et leur proposer l'expérience qui colle le plus à ces attentes. Du coup, donc le monsieur qui a passé son entretien, exprimé ses besoins, ses attentes, reçoit donc chez lui la fameuse valisette, mâle. D'accord, mâle. Le jargon du parti. D'accord, qui donc contient une tenue de A à Z. Alors pas nécessairement, ça va contenir ce dont il a besoin. D'accord, donc ça peut être plusieurs chemises, ça peut être plusieurs pantalons, enfin voilà. Il faut s'imaginer une dizaine de pièces qui sont envoyées aux clients. En général, c'est 3 catégories de produits qu'on va couvrir, donc de la chemise, de la maille, et puis des pantalons par exemple. Pour vous donner une idée, et donc sur chaque catégorie, on va faire plusieurs propositions. On va vous proposer une chemise en 2 tailles par exemple, pour bien cerner votre taille, et puis un autre modèle de chemise. Un pantalon, un jean et ensuite 2 modèles de chino par exemple. Donc c'est important parce que ça nous permet d'apprendre à connaître nos clients. La première malle, c'est un peu une malle de découverte quelque part, on apprend à se connaître, on vous fait essayer plusieurs pièces, plusieurs styles. Puis de malle en malle, on est de plus en plus précis et ça peut être un envoi d'un email en disant j'ai besoin de pantalons, de chaussures, est-ce que vous pouvez me les envoyer? Et la styliste va savoir directement vers quoi se diriger parce que ça fait 3 ou 4 fois qu'elle échange avec le client et qu'elle le connaît bien. Alors du coup, quel est votre business model? Parce que j'imagine que les vêtements doivent coûter... C'est de la philanthropie. Du coup, les malles doivent quand même coûter plus cher que si on se déplace en magasin et que l'on va acheter directement les vêtements. Alors par rapport à ça, notre business model, moi je suis un distributeur multimarque. C'est-à-dire que j'achète des vêtements à un prix de gros et je les vends au prix de détail. C'est comme ça que je fais de l'argent. Le prix qu'on propose à nos clients, c'est le même strictement qu'en magasin. D'accord. Donc ça, c'est hyper important dans la promesse. C'est le même prix, un service premium. Et du coup, c'est une promesse qui est un peu différente de Brand Alley, où on est le produit peut-être d'une collection passée ou pas, mais avec un prix discounté. C'est une approche différente du marché. C'est ensuite, ce que je disais, vous bousculez un peu les codes. Oui, on bouscule les codes du prêt-à-porter masculin parce qu'il a vraiment été pensé depuis le début comme un copier-coller du prêt-à-porter féminin. Le e-commerce masculin, c'est vraiment le copier-coller du e-commerce féminin. C'est des catalogues avec 250 marques, 10 000 références. Et les mecs sont paumés, quoi. Ils sont paumés. Et ensuite, notre business model, c'est un peu la théorie du pot de confiture, c'est-à-dire quand on a mis le doigt dedans, on a envie de finir. Et donc quand on envoie une jolie sélection qui a été faite avec soin et talent par des stylistes qui sont des experts de la mode, y a notre pari, c'est qu'on a tapé juste et qu'on va avoir plusieurs articles qui vont plaire à notre client. Donc le panier moyen est plus élevé que du e-commerce traditionnel. Alors vous travaillez avec quel type de marque? C'est plutôt des marques premium? Notre positionnement c'est le milieu haut de gamme. Aujourd'hui, il faut s'imaginer un univers multimarque type grand magasin, Printemps, Citadine,
Stadium, exactement. Galeries Lafayette. Exactement. Avec 2 types de marques. En termes on va dire des marques très établies. Donc, je vais citer un Gant, un Hackett, un Hartford, un Paul Smith bientôt. Donc voilà. Et puis des marques plus découvertes. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir ce bon mix entre les marques parce que c'est aussi une attente de nos clients qui est de dire je vais pas chez vous pour avoir la même chose que. C'est sympa de découvrir une marque. Donc nous, c'est vraiment notre. C'est aussi, on va dire, une des valeurs ajoutées qu'on propose. Les mâles, du coup, valent combien ? Quelle est leur valeur, grosso modo ? Vous les envoyez sous Chronopost ultra assuré parce que... Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, déjà, on ne raisonne pas tellement en termes de valeur totale de mâle, on demande plutôt au client quel est son budget par catégorie. Parce que ça n'a pas... Parce qu'on envoie 10 pièces, que le prix moyen de la pièce c'est 100 €, on envoie 1000 €, on sait très bien que notre client il n'a pas forcément envie de se ressaper pour 1000 €. Donc on raisonne vraiment par catégorie de produits. Ensuite, ce qu'il faut savoir, que j'ai pas tout à fait précisé tout à l'heure, c'est qu'au moment de recevoir sa malle, le client n'a rien payé. En fait, il a simplement rentré ses coordonnées bancaires en tant que sécurité, parce que en effet, on envoie une marchandise et on a envie d'être sûr que ça va pas disparaître dans la nature. Mais il n'a rien payé. Et donc il paye seulement à la fin des des pièces qu'il a conservées. Du coup, la valeur totale d'une malle, ça peut varier entre, je sais pas moi, 700 €, 1500 €, quelque chose comme ça, on va dire, pour donner une fourchette large. Mais c'est pas un indicateur qui est en soi hyper pertinent. Alors, moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est que ce qui est enquiquinant, en fait, c'est quand on achète sur Internet, c'est que quand ça nous va pas, il faut retourner à la poste, faut renvoyer le colis, et ça, vous avez raison, parce que ça, c'est enquiquinant. Alors, c'est enquiquinant, mais encore plus pour les hommes, encore plus. C'est-à-dire qu'ils sont 3 fois plus feignants, ils sont pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui commandent. Le taux de pénétration du e-commerce entre les hommes et les femmes, il y a un écart d'à peu près 20%. Pourquoi ? Parce que les femmes ont beaucoup plus pris l'habitude de commander plein de pièces chez ASOS, de tout essayer, de renvoyer parce qu'elles y voient un avantage. Les mecs ne le font pas. Et donc nous, c'est un vrai sujet, la logistique, et donc c'est bien que vous en parliez. On a tout fait pour essayer de simplifier ça au maximum. Ce qui fait qu'aujourd'hui sur l'Île-de-France, mais bientôt dans d'autres villes de France, on a de la livraison par coursier sur créneau de 2 heures. Où ça vous arrange, quoi. Au travail, chez vous, on livre entre 8h et 22h. Donc je pense que ça soulage un peu la fainéantise de ces messieurs. Et sur la province, sur la province, alors on a un principe que beaucoup de commerçants adoptent, mais on a systématiquement un bon de retour prépayé qui est dans la malle qu'on envoie, et que les clients ont simplement à coller sur leur malle au moment de la déposer à la poste. On travaille avec Colissimo aujourd'hui. Sur la province, ça nous pose... on n'a pas exactement la même proposition de valeur et pas exactement la même attente. C'est-à-dire qu'en province, on a beaucoup de clients qui utilisent de toute façon leur voiture. Et donc faire un petit crochet par la poste, ça les dérange moins. Et autant les Parisiens et l'Île-de-France, ils ont accès à toutes les marques. Autant en province, c'est un peu moins le cas. Donc on a aussi le fait de faire venir des marques qui sont moins présentes qui est perçu comme une valeur importante. Je crois justement que le taux de retour, cette problématique justement du taux de retour est importante pour vous. Chez Brandalé, comment vous gérez ça ? Après les retours, en fait, on a un peu la même stratégie, c'est que y a une étiquette à l'intérieur du colis, donc si ça va pas, c'est quand même très simple de retourner le colis. Pareil, aujourd'hui, maintenant, on propose la livraison par coursier Paris, région parisienne. Donc on peut choisir son créneau, se faire livrer où on le souhaite. Et puis on travaille avec plusieurs partenaires pour la livraison. Du coup, il y a vraiment, on peut livrer à domicile, on peut livrer dans un point relais si ça arrange les gens. Et du coup, quand c'est de la livraison en point relais, les gens, souvent c'est leur commerce de proximité. Du coup, quand ils repassent dans leur commerce, ils peuvent redonner le colis en point relais et ils repartent. Donc non, je pense qu'aujourd'hui les gens s'habituent petit à petit à cette mécanique et effectivement, de toute façon, les clients, notre clientèle qui est en province, elle a pas comme à Paris, elle n'a pas accès à toutes ces marques, donc elle est prête à faire l'effort en fait. Et puis maintenant, c'est vraiment, c'est rentré dans les. Oui, c'est rentré dans les mœurs et puis c'est vraiment très simplifié, donc. Là aujourd'hui, il y a quelque temps, vous avez levé des fonds, je crois. Vous êtes appuyé par des entrepreneurs connus. Et de talent surtout. Et de talent, donc on a réalisé une levée de fonds c'est juste avant l'été, c'était la bonne nouvelle avant de partir, de prendre 2 semaines de vacances bien méritées, avec
des investisseurs effectivement connus. Enfin, il y a Pierre Kosciusko-Morizet et son associé Pierre Krings, donc les fondateurs de Price Minister, qui nous ont fait confiance en fait dès le lancement et qui nous ont renouvelé leur confiance lors de ce tour de table. Vous êtes allé taper à leur porte pour leur demander de l'aide, ou comment ça s'est passé la rencontre? En fait, c'est le réseau HEC, merci. Il se trouve que moi j'ai fait une majeure qui s'appelle la majeure entrepreneur, que mon associé également à HEC, et que Pierre Kosciusko-Morizet est passé par là et qu'il était le parrain de ma promo en l'occurrence. Donc on est allé le voir. Ensuite, c'est des gens qui sont assaillis de dossiers et de projets. Enfin, c'est-à-dire qu'en France, des business angels de la smart money comme ça, il y a peut-être 5 personnes. Il y a Pierre Kosciusko-Morizet, enfin on entend parler, il y a Niel, Grandjean, et Simoncini, voilà, il y en a peut-être 5. Donc pour autant, il a quand même fallu les convaincre, et c'est vrai que pour nous c'est rassurant et en même temps un défi de ne pas les décevoir, mais surtout de ne pas décevoir nos clients au quotidien. Et puis là, on a également Pascal Cagny, alors qui est un peu moins connu, mais qui pourtant devrait, parce que c'est l'ex-VP Europe d'Apple entre 2000 et 2012, donc qui a fait grossir le business d'Apple de 1 milliard à 30 milliards à cette période-là. Et c'est des gens qui nous inspirent. Quel est le soutien? Il est financier? Alors il est pas que, mais il est financier. Donc c'est des gens qui ont participé à la levée de fonds, évidemment. Et ensuite, vous les rencontrez régulièrement? Ouais, on les rencontre, on les sollicite régulièrement. Une sorte de coaching, en fait, ou... Ouais, il y a 2 types. Ils sont présents au board de Chictip, donc c'est des réunions régulières où on leur présente la stratégie, etc. Et puis ensuite, sur des sujets spécifiques, on les sollicite. On cherche. Donc en ce moment, on est en train de recruter un directeur technique, donc on les sollicite sur ces questions-là. Enfin, les sujets peuvent être divers et variés, mais c'est des gens c'est important pour nous, c'est des gens qui ont déjà réalisé, qui ont déjà fait, qui ont prouvé qu'ils sont capables de se développer rapidement, de mener un développement international, etc., etc. Et c'est des sujets qu'on a aujourd'hui et qu'on aura dans les mois qui viennent. Vous avez levé 1,5 million, je crois, c'est ça? 1,4 million. 1,4 million. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors d'habitude je fais la blague en disant qu'on part avec Étienne aux Bahamas, mais c'est pas vrai, comme on est à la télé j'évite. Pour de vrai, notre priorité numéro 1, c'est d'améliorer de façon permanente l'expérience qu'on propose à notre client. C'est vraiment là-dessus qu'on se concentre au quotidien, et donc ça passe par plusieurs choses, mais ça passe par améliorer la connaissance qu'on a de nos clients. Et donc je reviens au sujet du CRM, c'est-à-dire que par rapport à un site e-commerce traditionnel, moi j'ai énormément d'informations, j'en ai beaucoup plus, j'ai quand même un entretien d'une 15aine de minutes avec lui. J'ai une sélection que j'ai envoyée sur laquelle il a dit j'aime et j'aime pas sur une 15aine d'articles. Et de marques peut-être et de marques, et de taille, et de couleur, et de style. J'ai un entretien de feedback au moment où il a sa sélection pendant les essayages pour savoir comment ça se passe. Donc toute cette donnée c'est vraiment unique, et donc ça veut dire qu'on est capable on est capable de l'exploiter pour proposer du coup une expérience qui est unique et qui est différenciée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc la première chose c'est de mieux connaître nos clients pour leur proposer en fait le bon produit au bon moment, tout simplement. La deuxième chose, c'est de développer une application mobile. Aujourd'hui on est présent uniquement en ligne, et moi j'ai envie de raccourcir l'écart et la distance qu'il peut y avoir entre la styliste et son client, et que ça soit aussi simple que d'appuyer sur son application mobile pour contacter sa styliste, prendre une photo, lui envoyer. Il faut vraiment se mettre dans la démarche de je vous confie les clés de mon vestiaire et vous vous en occupez. Et donc c'est ça qu'on veut proposer à nos clients. Et puis on a un peu chamboulé les codes du prêt-à-porter masculin en ligne. On veut aussi le faire de façon physique. On sait que certains de nos clients, ils le font déjà aujourd'hui, mais ils passent nous rendre visite, ils rencontrent leur styliste. Et donc il y a le projet d'ouvrir un showroom assez rapidement. Là en fait, pour être honnête, on est déjà en mesure d'accueillir nos clients, mais on est dans le 20e, donc c'est un petit peu loin pour la plupart de nos clients. Mais donc du coup, une boutique permanente ou éphémère Pas éphémère, mais j'appelle pas ça une boutique. En fait, pour moi, c'est pour ça que j'insiste sur le terme de showroom. C'est l'idée d'avoir un lieu de rencontre, exactement, et un lieu où en fait on propose une expérience un peu à la carte au client. C'est-à-dire que s'il souhaite, on parlait du click and collect tout à l'heure, s'il souhaite avoir son entretien avec la styliste, mais venir essayer sa sélection dans un endroit sympa où on lui proposera un verre de vin et de s'asseoir dans un fauteuil confortable, il pourra le faire. S'il souhaite faire son entretien avec la styliste en vrai, en physique, il pourra le faire aussi. S'il souhaite juste venir redéposer sa malle, il pourra le faire. Enfin, on explore, et ensuite là c'est des pistes que je vous propose, et l'avantage c'est que tout reste à écrire et qu'on a encore beaucoup de choses à tester. Brandalé réfléchit aussi à des magasins physiques pour comme Amazon. Non, pour l'instant c'est pas du tout. Pour l'instant on se concentre vraiment sur le site et sur l'expérience shopping qu'on offre à nos clients. C'est vraiment ça notre priorité.
Peut-être dans un futur, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Et là, dans les prochains mois, là, donc vous allez vous focaliser sur ces nouveaux services, du coup. On se focalise sur ces nouveaux services. Et bon, on est encore petit, on n'a pas encore la taille de Brand Allen. Donc, vous êtes combien chez Chic-Tip? Aujourd'hui, on est 30. Vous êtes 30 quand même, mine de rien. Donc on est hyper content parce que c'est toujours un plaisir, ça fait partie du plaisir de l'entrepreneur de faire grandir ses équipes. Au-delà de faire grossir sa activité, c'est faire grandir ses équipes, de faire évoluer les gens, d'avoir des talents qui nous accompagnent, qu'on arrive qui partagent la passion qu'on a pour le projet. Évidemment, un des enjeux de la levée de fonds, c'est aussi de développer notre chiffre d'affaires de façon plus importante que ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites combien de Alors, je ne vais pas vous le dire, mais pour vous donner une idée, on a 60 000 membres à peu près aujourd'hui, et on enregistre une croissance à 2 chiffres en fait tous les mois, à peu près 20-25% tous les mois. Donc, et vous gagnez votre vie aujourd'hui? Je veux dire, on est rentable aujourd'hui. On ne ferait pas de levée de fonds si on était aujourd'hui rentable. Donc, et vous gagnez votre vie? Ensuite, moi, il faut vivre. Il faut vivre. Mon associé a 3 enfants, donc c'est important. Okay. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre éclairage sur ces nouveaux business models. Longue vie à Chic-Tip. Merci, j'espère. Vous reviendrez nous voir pour nous parler de petit showroom. Oui, bien sûr. De la prochaine levée de fonds, des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires comme Brand Allen. Avec plaisir. On marque, nous, une courte pause. On revient dans un instant pour aborder ensemble la découverte d'une appli liée à la mode qui va certainement vous intéresser. Et puis, avant ça, découvrir le nouveau flagship de Muji au Forum des Halles. À tout de suite. Alors, Laure, Pauline, Antoine, j'imagine que vous connaissez Muji, cette célèbre, confidentielle quand même, marque japonaise. Pour la petite histoire, cette marque donc dédiée à l'univers du quotidien a vu le jour dans les années 80 au Japon. Elle propose toute une sorte de produits de qualité, de produits fonctionnels, et alors surtout le positionnement de la marque, c'est de ne pas mettre en avant de logo, donc c'est no brand, no logo, le tout à des prix qui se veulent extrêmement abordables. Alors c'est vrai, je vous le disais, c'est une marque qui est relativement confidentielle encore en France, elle est très présente à Paris, en région parisienne, très peu ensuite sur le reste de la France, et justement la marque a de nouvelles ambitions et souhaite donner une nouvelle ampleur à son développement, et donc a décidé de s'installer au Forum des Halles qui est en pleine rénovation, en y ouvrant son premier flagship européen. On regarde ensemble un sujet qu'on est allé tourner dans ce flagship, et l'interview de Sébastien Dodard, le responsable de la communication chez Muji France. Alors on découvre le magasin, on arrive sur une zone de mise en avant, une zone promotionnelle, donc qui est amenée évidemment à évoluer au fil des différentes promotions et mises en avant. Ici, ça c'est un des corners nouveautés, c'est Muji Labo, qui est une gamme textile Muji un peu premium, avec des matières, des très, très belles matières. C'est travaillé sur le boutonnage, etc., sur des boutons en plastique recyclé, etc. Enfin, il y a toujours la patte Muji derrière, évidemment. La grande nouveauté, donc, c'est le rayon enfant. Qui est juste derrière. On va aller y faire un tour. Donc déployé pour la première fois en Europe, sur une échelle aussi large. Il y a déjà eu des petites tentatives, des petits tests en fait marché, mais ça n'a jamais été développé sur une échelle aussi grande. Enfin pour nous, c'est pas immense non plus. Et après les petits plus, c'est la petite table de coloriage pour enfants et l'atelier de broderie, où on peut choisir des petits motifs d'animaux ou broder un prénom. Donc ça se passe la fabrication des produits Muji, notamment sur le textile. Est-ce que ça provient du Japon ? Alors, ça c'est vrai pour tous les produits Muji en général. La conception des produits se fait au Japon, où il y a un bureau de style, un bureau de design, etc. Après, la fabrication des produits se fait dans différents pays selon les types de produits, éventuellement les matières utilisées. Après, pour le textile, comme tout le monde, on fabrique beaucoup en Chine, en Inde, etc. Mais aussi pour certaines gammes comme le Merino, ça peut être en Italie, ça peut être en Espagne, ça peut être au Portugal. Et le design se fait au Japon.
le design se fait toujours au Japon, avec le bureau de style Muji. Le fameux et célèbre, iconique lecteur CD Muji, que vous connaissez peut-être, a été revisité avec sous forme de, donc avec exactement le même design, sauf que c'est un haut-parleur Bluetooth en fait. Voilà. Donc voilà, Muji se met au goût du jour en gardant ces classiques du design. On avance, on progresse dans le magasin ? On progresse dans le magasin. On poursuit sur le concept Muji To Go, qui est un concept axé sur le voyage, comme son nom l'indique. Donc qui est un des classiques de Muji. Voilà, c'est un département assez fort chez Muji, où il y a vraiment un travail de réflexion assez poussé sur les problématiques qu'on peut rencontrer en voyage, la nécessité d'autant plus aiguë qu'on peut avoir en voyage de retrouver son confort en fait. Et voilà, c'est une multiplicité de petites solutions malines. Voilà, je pense à ça au hasard. Les petites pochettes. Voilà, la trousse de toilette, voilà. Vous arrivez n'importe où, vous la dépliez, vous l'accrochez. Avec les fameux flacons transparents qui permettent d'utiliser, d'emmener ces produits sans aucun souci avec la douane. Tout est réfléchi pour créer des produits basiques mais réellement fonctionnels. Voilà. Alors justement, on parlait du concept Muji. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu No Brand, No Logo, Muji ? Alors, ouais, le concept, donc rapidement, il a été créé il y a 30 ans au Japon, au début des années 80. La particularité, et c'est assez unique en fait pour une marque en général, enfin, c'est la marque sans marque du coup. C'est ça. Mais ce concept qui a été créé à la base, qui est relativement simple, puisque les bases, c'est effectivement qu'il n'y ait jamais de marque sur le produit. Jamais de marque à poser sur le produit lui-même, parfois sur l'emballage, mais uniquement sur l'étiquette. Un design simple, épuré, sobre, avec toujours une économie de matière, jamais de décoration superflue, etc. Et que le produit soit fonctionnel, utile. Et enfin, le fait de proposer des gammes larges sur tout ce qui touche à la vie quotidienne. Donc ici, on arrive dans l'univers plus maison, avec le linge de maison, les couettes, le linge de lit, les chaussons, le mobilier. Aujourd'hui, Muji, c'est 12 boutiques en France, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Le flagship et donc la 13e ? Le flagship et la 13e boutique. On est implanté essentiellement sur Paris. J'allais dire région parisienne, mais c'est vraiment limitrophe. On est à Levallois et Boulogne, en dehors de Paris. Il y a une volonté de se développer sur des villes des grosses villes de province. Alors, ce que j'allais dire, c'est que la seule exception pour l'instant, c'est Lyon, où on est présent à Lyon-Confluence. C'est effectivement une volonté de se développer sur les villes de province françaises dans lesquelles on n'est pas encore, c'est-à-dire la plupart, à part Lyon en fait. Donc il y a vraiment un potentiel encore pour la marque qui est assez important. Mais en tout cas, en termes de stratégie, il y avait vraiment cette volonté à un moment donné d'ouvrir en fait ce flagship, je pense, pour pouvoir montrer à un moment donné mieux que dans des surfaces sur lesquelles on a l'habitude de travailler, qui sont des surfaces de 250-300 mètres carrés. Là, on est sur 701 mètres carrés, c'est ça ? On est sur 700 de surface de vente, en fait, réellement. Donc voilà, on voit bien, on comprend où il y avait de la hauteur, où on peut exprimer en fait l'idée du merchandising Muji, du visuel, qui prend tout son sens quand effectivement on peut le déployer avec de l'espace. Alors voilà, vous avez découvert ce nouveau concept store, ce nouveau flagship qui donc a ouvert ses portes fin septembre au Forum des Halles. Si vous souhaitez découvrir les nouveaux espaces vraiment dédiés et exclusifs à ce fameux flagship qui sont Fan Muji et Muji Kids dont on a vu quelques images, voilà, alors rendez-vous au Forum des Halles, place Carré, pour découvrir voilà, ce nouvel univers. Alors on se retrouve dans un instant avec la dernière partie de l'émission, avec Laure Adjemian, pour découvrir sa toute nouvelle appli Fitting Pix. A tout de suite. Laure, c'est à vous. On va reboucler avec l'univers de la mode, avec ce dossier donc on a abordé ensemble tout à l'heure. Vous avez développé, Laure, vous êtes en cours de développement d'une nouvelle appli qui s'appelle Fitting Pix, alors que je vous propose de découvrir tout de suite au moyen de quelques images. Alors, Fitting Pix, c'est quoi ?
c'est l'appli capable de vous aider à dénicher les pépites mode qui vous vont vraiment. Alors, vous allez me dire, pourquoi vraiment ? Parce que s'il suffisait de trouver sa taille pour être comblé, ça se saurait. Moi, par exemple, je mesure 1m82, c'est grand, surtout quand on n'est pas mannequin, et trouver les vêtements aux bonnes longueurs et aux bonnes largeurs, c'est un challenge. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas trouver un moyen de me simplifier la vie ? Facile à dire. Mais moi, mon métier, c'est la communication, pas les applications miracles. J'ai donc rencontré des pros de l'appli, des fondus de mode, des accros au shopping et l'équipe d'I Am La Mode, et je me suis dit, let's do it. Voilà l'idée. Une taille, c'est standard. Et dans la vraie vie, vous n'êtes pas un modèle standard. Grâce à FittingPix, vous allez enfin faire votre shopping, non pas par taille, mais grâce à vos mesures. Un mètre ruban, quelques conseils pour prendre les bonnes mesures, et hop, votre profil privé est complété. Chaque fois qu'un vêtement est mis en ligne par un membre de la communauté, vous savez s'il correspond ou pas à votre profil, et donc si ces mesures collent avec les vôtres. Vous savez aussi quelle est la marque, quelle est la taille du modèle, et vous avez en plus les conseils avisés de la propriétaire. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien pour l'acheter en ligne, le racheter à sa propriétaire, le mettre de côté pour l'acheter plus tard, et pourquoi pas faire des cadeaux surprises à vos amis, mais sans faute de taille. Ça vous plaît ? Alors rejoignez-nous sur notre page Facebook et aidez-nous à développer l'appli FittingPix en faisant un don sur I Am La Mode. Alors, comme son claim l'indique, n'est-ce pas, FittingPix, c'est l'appli qui vous aide à dénicher les vêtements qui vous vont vraiment grâce à la collaboration de copines virtuelles. C'est ça, aux mêmes problématiques, finalement. Exactement. L'idée, c'était de se rassembler entre personnes qui ont les mêmes types de morphologie. Donc, on peut avoir les épaules larges, une belle poitrine, ou au contraire être très menu. Et dans ces cas-là, on a parfois du mal à rentrer dans une boutique et à trouver le vêtement qui va bien nous aller. Et on n'a pas forcément la copine avec qui échanger sur le sujet. Donc l'idée, c'était de mettre en relation des gens qui peuvent avoir ces mêmes problématiques, qu'elles puissent mettre en ligne les vêtements qu'elles ont achetés avec tous les conseils qu'on peut attendre quand on a justement un problème pour s'habiller, et puis que ces gens puissent discuter, s'échanger leurs vêtements, ou tout simplement se donner un bon plan, et on n'a plus qu'à cliquer sur le lien pour aller acheter le vêtement sur la boutique en ligne qui existe déjà. Alors très concrètement, ça se passe comment ? On crée un profil. On crée un profil. On commence par ça. Voilà. On crée un profil et le profil va être basé sur vos mesures du haut du corps, vos mesures du bas du corps. Donc vous allez rentrer en centimètres les différentes mesures. On va vous expliquer comment faire avec un mètre ruban, donc de la façon la plus simple possible. Et une fois que vous avez rentré vos différentes mesures, quand vous allez rentrer un vêtement en ligne, le publier dans votre application, vos mesures vont s'agréger avec celles du vêtement. Vous allez pouvoir dire que c'est un peu plus large que vous, préciser si c'est un vêtement moulant, si c'est un vêtement type boyfriend, enfin toutes les différentes coupes possibles. On y lit une photo ou Oui, une photo portée. Alors l'idéal, c'est de le porter soi-même, mais si on est un peu timide et qu'on veut juste mettre la photo du produit, on met la photo du produit, puisque de toute façon on donne toutes les infos sur le type de coupe et le tombé du vêtement. On n'a pas forcément besoin de le voir porter. Et l'idée, c'est vraiment de guider les gens pour ne plus se tromper quand on fait ses vêtements et trouver ce qui va vraiment nous aller. Alors je vais me faire un peu l'avocate du diable, comme tout à l'heure. Aujourd'hui, je taquine un peu. Mais ce genre d'aide existe déjà. On a sur les sites internet, alors sur Brandalé notamment, des aides justement pour des trouver cabines virtuelles, pour trouver des guides sa de taille. Voilà. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau avec cette appli ? Je vais apporter l'expérience, parce que quand on a vraiment des signes distinctifs dans sa morphologie, finalement un guide de taille ou une cabine virtuelle, c'est pas suffisant. On aime en savoir plus sur le vêtement, savoir comment il va vraiment pouvoir tomber sur nous, et l'idée c'est d'apporter cette petite chose en plus. C'est pas juste un algorithme, c'est vraiment de la donnée personnelle qui est générée par les utilisatrices pour les utilisatrices. Donc on s'appuie bien sûr sur de la technologie, mais on va apporter une dimension humaine qui est beaucoup plus grande au niveau de l'échange et au niveau des cercles de communauté. On va pouvoir... C'est parce que ça repose sur un réseau social. Exactement. En fait, c'est une appli qui va permettre de faire du e-commerce, mais qui est aussi un réseau social. Donc on va pouvoir avoir des cercles d'amis juste qui nous inspirent, des cercles d'amis qui nous ressemblent physiquement, et en mixant et croisant toutes ces données, on va vraiment pouvoir aller dénicher le vêtement qu'on cherche et qu'on a tant de mal à trouver habituellement.
Comment ça vous est venu, cette idée? Je mesure 1m82. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, moi, je mesure 1m82, c'est compliqué, mais que j'ai des copines qui ont des tailles tout à fait standards, entre guillemets, et qui vont 1m63, c'est compliqué aussi. Voilà. Au final, une fille, c'est compliqué. Donc, c'est pour aider tout le monde et aussi pour rendre le shopping un peu plus convivial et plus fun, parce que il n'y a pas que les hommes qui n'ont pas le temps d'aller faire les boutiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu au travers de ces images là qu'on vient de passer, c'est qu'on peut acheter aussi oui. à terme. À terme. L'idée, c'est ça. Là, on développe la bêta. Donc, l'application version bêta, on n'aura pas encore la version e-commerce approfondie, mais on pourra déjà être redirigé sur les sites, ce qui est super intéressant quand on cherche un vêtement. À terme, on aura envie de pouvoir échanger avec des personnes qui nous ressemblent, pour enrichir l'expérience et puis pour aller jusqu'au bout du sujet, parce que quand on fait du shopping, c'est pour récupérer le vêtement à la fin, c'est pas juste pour s'inspirer. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous êtes en cours de développement de l'appli. C'est pour quel type de version, pour quelle... Alors on est en développement sur une version bêta qui va être un petit peu simplifiée par rapport à toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir dans le petit film. C'est pour surtout l'enrichir. Mais c'est pour Android, sur quel système en fait d'exploitation? Pour le début, on va être sur iPhone seulement, sur iOS. Et puis, on va essayer d'aller lever des fonds pour faire des développements plus importants, bien entendu. Et puis... Justement, là, de quoi vous avez besoin là, si vous avez un message à faire passer, là, de quoi vous avez levé des fonds grâce au crowdfunding? Alors, grâce au crowdfunding, on a levé une toute petite somme qui nous permet vraiment de développer la bêta, mais qui est déjà fabuleux pour nous pour pouvoir avancer. Maintenant, on a besoin de vrais fonds, une levée de fonds significative pour pouvoir avancer sur... déjà avoir des personnes qui vont travailler pour venir nourrir la base de données, travailler avec des blogueurs, avoir des partenariats. Voilà. Vous faites appel aux investisseurs. Donc. Je fais vraiment appel aux investisseurs, oui. Merci beaucoup, Laure. Oui, de rien. Merci à vous, merci à tous mes invités d'être venus dans ce nouveau numéro. Nous, on se retrouve le mois prochain, parce que Trends, etc., c'est déjà fini. Donc, restez connectés, et d'ici là, passez un bon mois. Bye.